pour pouvoir aider ces gens-là, au niveau propriétaire, on a besoin de louer les appartements. Ton Google Rate, il est vraiment impressionnant. J'ai un 4.8 sur pratiquement 100 reviews. Le stress de trouver un appartement est peut-être un des plus importants qu'on peut avoir. On prend une vie urbaine, moderne, avec des boutiques, galeries d'art et restaurants. Griffintown, Directement, ouais. c'est clair. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir le fondateur et CEO aussi de la compagnie de location Rentbolt. Merci beaucoup de nous faire acte de présence aujourd'hui, Omar, Shahed. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Écoute, j'ai vraiment beaucoup entendu parler de toi. Et je voulais vraiment te recevoir, écoute, pour parler location, pour parler marché, pour parler vraiment ton histoire. Notre ami en commun m'a raconté que tu avais vraiment une super belle histoire, donc merci et bienvenue. Génial, merci à toi, je suis content d'être là aujourd'hui, donc je te remercie. On va commencer vraiment, tu sais, juste avec les bases, si tu peux un peu nous expliquer ton parcours en immobilier. Qu'est-ce qui t'a fait commencer par ce domaine? Est-ce que vraiment c'était quelque chose pour toi de logique et naturel? Je t'en prie. Ok, génial. Alors moi, à la base, c'était pas du tout le domaine dans lequel je voulais nécessairement aller. C'est un domaine qui m'intéressait un peu, mais je me suis un peu retrouvé dedans par la force des choses. Donc, je suis arrivé à Montréal il y a 9 ans environ pour étudier ici. J'ai fait un bac en finance à HEC. Et juste à ma dernière session universitaire, j'ai commencé un projet qui était initialement une plateforme pour aider les nouveaux arrivants, surtout les étudiants, à s'installer facilement, rapidement à Montréal. Okay. Donc évidemment, ça comprenait la dimension immobilier, parce que tout le monde a besoin de trouver un appartement dès qu'ils viennent. C'est une des choses les plus importantes. Mais on n'était pas du tout axé sur vraiment le marché en tant que tel, sur les choses à faire ou sur l'industrie spécifiquement. C'était plus un service qui prenait en compte cette dimension. Donc, on a commencé avec un peu un one-stop shop, la banque, le téléphone, l'appartement, le fait de rencontrer de nouvelles personnes aussi. On a lancé sur le marché. On a eu beaucoup d'utilisateurs très rapidement, mais ce qu'on a remarqué, c'est que les gens voulaient juste trouver un appartement. Et c'est petit à petit après, peut-être qu'on aura plus la chance d'en parler, que je me suis retrouvé dans l'immobilier parce qu'on gravitait beaucoup autour de ça par la demande des gens. Ok, donc si je comprends bien, ton premier besoin, c'était vraiment d'aider les personnes qui arrivent au Canada. Ouais. Est-ce que c'était plus des gens, des étudiants, j'imagine? Exactement, c'était des étudiants. Donc, on a eu une bourse de l'Université de Montréal et Polytechnique quand on a commencé pour créer une plateforme web. Et l'idée, c'était de digitaliser le processus d'installation. Donc, le choix d'un compte bancaire, le choix d'un appartement. Et ça venait de mon besoin à moi, puisque moi-même, je suis arrivé ici en tant qu'étudiant étranger. J'avais beaucoup de personnes que je connaissais de l'étranger qui me demandaient tout type de questions. Et c'est à partir de là que l'idée de la plateforme qui avait un nom différent à l'époque est venue. Et c'était ça l'idée à la base. Mais on partait juste avec la volonté sans vraiment avoir encore de propositions claires ou de répondre à un besoin clair pour les étudiants qui venaient. C'est quoi les points en commun que tu as trouvés entre les deux? Parce que j'imagine que le cheminement, il s'est fait assez logiquement. Ouais. C'est une très bonne idée aussi quand tu commences... étudiant, on a tous vu, moi aussi quand je suis arrivé aussi, on a tous cherché des appartements, on avait tous ce besoin, tu sais, de l'étranger, de se familiariser avec le Québec. Comment toi tu voyais ça quand tu es arrivé au Canada? Je trouve que les 2-3 premières semaines sont très importantes pour dicter comment vont se passer les 3-4 années minimum que les gens qui viennent de l'étranger veulent passer. Donc pour moi, l'étape de l'installation, ça a été marquant en fait. Là où le quartier où tu choisis d'habiter, la proximité de l'université, faire en sorte que tes étapes se passent bien parce que c'est la première expérience qu'on a avec un nouveau pays. Donc mon but à moi, c'était de rendre ça le plus efficace et plaisant possible pour les gens qui viennent parce que c'est la première impression qu'on a.
Donc c'était ça l'idée à la base. Après, bon, c'est un petit peu différent ce qu'on fait maintenant, mais ça reste la même mission. Avec des étapes en plus, mais ça reste à peu près la même mission. Donc, ce qui différencie ton agence de location Rentbolt, ça serait donc ce processus-là, peut-être que tu apportes en plus? En fait, on a lancé notre solution pour les étudiants à la base 2 mois avant le Covid. Donc, on a eu beaucoup d'utilisateurs. C'était un site web. Il n'y avait pas de service. Les gens pouvaient choisir un appartement, envoyer un message à l'immeuble. Et comme un tierce party, en fait. Exactement. Comme Kijiji ou ce genre de plateforme, un peu un site d'affichage, mais étudiant. On a réalisé 2 choses ou 3 choses. Quand j'envoyais des gens que je connaissais, une grande partie d'entre eux s'étaient jamais répondu les messages, ou alors ça facilitait pas du tout leur démarche parce que ils se retrouvaient juste face à un immeuble, ils savaient pas quoi faire pour louer l'appartement. Et deuxième chose, 1 mois plus tard, on a eu le Covid et le marché des étudiants internationaux s'est complètement vidé. Donc on s'est retrouvé avec 2 choses. Beaucoup d'appartements qui étaient affichés sur notre plateforme et plus du tout d'étudiants internationaux qui viennent. Les propriétaires nous appelaient et nous disaient, bon, est-ce que vous pouvez m'aider à remplir ces appartements plus rapidement parce qu'on est vide. Notre marché, c'est beaucoup les internationaux. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et donc, on n'a pas eu le choix de shifter l'entreprise sur un volet plus locatif. Pendant l'an et demi ou les 2 ans où il y avait presque personne qui venait s'installer à Montréal, on a reconverti. On est parti des appartements au lieu de partir des besoins de l'étudiant. Et là, on a commencé à les louer, donc à aller se spécialiser à trouver des locataires à travers nos sources à nous, en essayant de rester le plus possible dans les internationaux, mais au fur et à mesure, c'est devenu un peu tout le monde. Et on a réussi à remplir beaucoup d'appartements et d'immeubles rapidement. Deuxièmement, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, on a pris ça en compte pour continuer de développer là-dessus et se dire qu'en fait, se concentrer sur ce à quoi on était bon, c'est-à-dire remplir les appartements rapidement. Quand le marché des étudiants est revenu, on était beaucoup plus apte à les aider parce qu'on prenait en compte le processus du début jusqu'à la fin. Et on avait plus d'appartements, plus de savoir-faire, plus de capacité de répondre à leurs besoins. Un cheminement a priori logique, donc du besoin des étudiants à passer à la location classique, on va dire en tant que telle. Donc Rentbolt, si on rentre plus dans le domaine, c'est donc tes services que tu apportes vraiment, donc c'est de la location. Est-ce que tu as une clientèle particulière ou est-ce que, comme tu as dit, voilà, logiquement, tu t'es plus tourné sur le marché général locatif? Alors, on essaye aujourd'hui d'être multi-marché parce qu'on a déjà été exposé à un seul marché. Et dès que ça change, ça nous met dans une situation difficile. Donc, oui, par contre, on est à 75% à peu près internationaux. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de continuer à aller cibler principalement le marché des nouveaux arrivants. Donc, nouveaux arrivants, ce n'est pas juste des personnes qui viennent d'arriver. Ça peut être des personnes qui sont là depuis quelques temps, mais qui veulent changer. Mais on englobe en général les internationaux. Donc, permis d'études, permis de travail, résidence permanente. Est-ce que tu englobes encore ce C'est notre marché principal. Donc, on a notre plateforme, on a des liens avec les universités encore, on a des liens avec les agences de relocalisation pour, à 75% aujourd'hui, aller servir ce marché-là. C'est ça que j'allais te demander. Donc, tu utilises des plateformes, tu utilises tes liens aussi, vraiment ciblés pour essayer d'attirer le plus possible ce genre de personnes. Est-ce que toi, tu vois vraiment un vrai avenir sur ce marché-là? Tu te concentres vraiment sur les personnes, sur un marché étudiant, donc, majoritairement? Alors, aujourd'hui, plus nouveaux arrivants que juste étudiants. Donc, ça peut être les gens qui travaillent, ça peut être les gens qui viennent étudier, un peu des deux. Je pense que c'est ce qui fait notre différence, un peu par rapport peut-être à d'autres services. C'est un marché c'est le marché des locataires qui croît le plus vite chaque année au Québec et au Canada. Donc, il y a énormément de nouveaux arrivants qui viennent et c'est prévu de continuer année après année. Et pour ces personnes-là, oui, on offre un service spécialisé. Même nos agents, pour beaucoup, ont vécu
le même problème. Donc, ils sont aptes à pouvoir bien aider les clients qu'on va avoir. Parlons un peu de ton équipe. Ouais. Donc, c'est quoi un peu la fréquence de ton équipe? Qu'est-ce que tu dirais est-ce que vous êtes majoritairement sur le terrain? Combien de personnes à peu près composent ton équipe? J'aimerais un peu débattre là-dessus. C'est une agence de location à la fin, donc c'est-à-dire pour pouvoir aider ces gens-là, au niveau propriétaire, on a besoin de louer les appartements. Donc c'est la proposition qu'il y a. Donc il y a besoin d'avoir une dimension agent. Donc on a des gens de plusieurs backgrounds différents. Ça peut être des personnes qui ont une grande expérience dans la location ou dans la gestion de propriété, comme ça peut être des gens qui ont juste de l'expérience à aider leurs amis à trouver un appartement et que ça marche bien pour eux et on les ramène pour faire ça, transformer ça en travail. Donc on a une équipe en date d'aujourd'hui de 17 personnes. Donc, très impressionnant. On a eu plus de personnes, évidemment, ça fait quelques temps, donc année après année, mais en date d'aujourd'hui, 17 personnes. Et c'est pour la grande majorité des agents de location. Ou alors des conseillers en location. C'est plus de notre côté l'approche qu'on a. C'est-à-dire qu'on va avoir quelqu'un qui vient, qui leur dit leurs critères, l'endroit où est-ce qu'ils veulent habiter, et puis en fonction des appartements avec lesquels on est partenaire, avec lesquels on travaille, eux, ils vont pouvoir aller leur trouver quelque chose dans l'inventaire qu'on a. J'ai vu que tu avais ton Google Rate, il est vraiment impressionnant. Tu as 4.8 sur pratiquement 100 reviews. Parce que pour toi, le service client, il est vraiment primordial, j'imagine. C'est clair. Effectivement, c'est la chose la plus importante pour nous, honnêtement. On va être en mesure d'offrir un service hors pair pour les gens qui viennent. Le stress de trouver un appartement est peut-être un des plus importants qu'on peut avoir, surtout quand on va dans un nouveau pays. Donc, on va être en mesure de répondre à ça de la meilleure façon possible. Donc, oui, c'est peut-être la meilleure satisfaction qu'on peut avoir. Je te dis ça vraiment parce que c'est super impressionnant. J'ai moi-même fait plusieurs visites. Ouais. J'ai été dans le domaine locatif pendant 3-4 ans. Et c'est vraiment très compliqué vu la demande, vu le nombre de personnes qui essaient de te joindre, vraiment de planifier les visites, etc., de satisfaire tout le monde. Ouais. Je trouve vraiment ça admirable que vous ayez autant de bons reviews parce qu'on sait très bien que sur Google Rate, la majorité des gens qui te laissent des reviews, c'est des gens qui ne sont pas contents du service. C'est clair. Effectivement, ce que tu dis est vrai. Ce n'est pas facile de satisfaire tout le monde quand on fait ça. C'est même impossible. On ne peut pas satisfaire à 100% tout le monde. Mais c'est un entonnoir. Ça veut dire qu'on doit essayer de répondre le plus possible au maximum de gens. Mais effectivement, c'est le challenge. C'est le challenge de pouvoir faire ça. Toi, ton rôle dans la compagnie, donc c'est toi qui as vraiment lancé Rentball, qui est fondateur. En ce moment, c'est quoi ton quotidien day-to-day? Qu'est-ce que tu fais à tous les jours? Bonne question. Mon rôle aujourd'hui, c'est d'assurer le développement de l'entreprise, donc de continuer à aller chercher des nouveaux immeubles avec lesquels on travaille. C'est mon travail au sein de Rentball. Et de faire en sorte que les objectifs avec nos équipes soient communiqués, que la culture de l'entreprise soit la meilleure possible et qu'on ait les bons outils pour nos agents pour qu'ils soient capables d'aller servir les clients. Mais c'est surtout du développement des affaires, en fait, aujourd'hui. Okay. Donc, toi, tu es à tous les jours, voilà, tu t'assures que le travail est bien fait sur le terrain. Est-ce que tu as une plateforme particulière pour, tu sais, tout ce qui est... suivi. C'est ça. Ou même aussi, j'imagine que tu vérifies aussi, tu sais, le planning de tes agents. Qu'est-ce qu'ils ont... Combien ils ont de visites par semaine. Franchement, je suis intéressé par ça. Je suis curieux de savoir c'est quoi à peu près la fréquence, tu sais, qu'une personne peut faire de visites, combien elle peut louer d'appartements par mois. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ça? Premièrement, la location d'appartements, c'est un peu saisonnier. Vu qu'on est surtout sur les internationaux, c'est aussi pour nous une bonne chose parce que ça permet d'enlever un peu la saisonnalité. Au Québec, 80% des locataires vont chercher quelque chose pour le 1er juillet. Par contre, quand on vient d'un autre pays ou d'une autre province,
c'est pas la même chose. Donc il y a de la saisonnalité. On a haute saison, un peu basse saison. En ce moment, on serait plus en basse saison. Ouais. Mais oui, on suit. On est une équipe principalement... On utilise quand même beaucoup de technologies à l'interne pour faire le suivi des demandes qui rentrent, du planning des agents, du day-to-day de ce que font. En termes de volume, ça dépend. On a des gens qui vont pouvoir... on a des agents qui font des nombres de visites records en haute saison. Ouais. Le plus qu'on a jamais eu, c'est 120 visites en une semaine, ce qui est absolument incroyable pour un agent. Ça veut dire qu'il passait 90% de son temps de travail en visite. Un chiffre plus normal, on tourne autour de peut-être 20 à 30 visites par semaine. Et puis après ça, le nombre de locations qu'on peut faire, ça varie beaucoup. Mais je dirais pour nous, un agent idéal en cette période de l'année pourrait faire entre 8 et 12 locations par mois environ. Ça semble raisonnable. En haute saison, ça peut aller beaucoup plus que ça. Ça reste quand même très bien pour une basse saison, je te dirais. Ça reste, écoute, de notre côté, c'est 8 clients qu'on essaye de voir. Au minimum 8 clients à 12 clients. Donc, c'est bon. Mais effectivement, en haute saison, ça peut aller encore, peut aller encore plus. En haute saison, pour toi, la haute saison, bon, là on est en hiver pratiquement. Donc, on est un peu plus en basse saison. C'est ça. Pour toi, la haute saison, c'est de quelle période à quelle période, tu dirais à peu près? Ça commence mi-avril. Ok. Ah, aussitôt? Ouais, ça commence mi-avril à mon sens. À partir de mai, on a beaucoup de gens de McGill qui vont commencer à vouloir changer. Et ça va jusqu'à mi-octobre. Okay. Début mi-octobre, on va dire. On a les personnes qui ont eu leur permis d'études un peu tard, ce genre de choses qui viennent à ce moment-là. Exact. J'aimerais qu'on parle un peu, tu sais, du marché actuel. Donc, on a débattu sur les saisons. Toi, comment tu vois la continuité de ce marché-là? Est-ce que tu vois plus une forte demande arriver dans les années à venir, comme tu as dit, avec l'arrivée des étudiants, des nouveaux immigrants, des nouvelles personnes qui viennent travailler, des permis de travail, permis d'études, etc. C'est quoi ton ressenti par rapport au marché? Je pense que ça va juste continuer à augmenter. On a deux choses en ce moment. On a déjà, du point de vue de l'économie, on a les taux d'intérêt qui sont très hauts. Donc, les gens louent plus qu'ils n'achètent, déjà de base, sans parler même de la croissance des nouveaux arrivants sur les gens actuels. On parle un peu des fois de crise de logement à Montréal ou de crise de logement abordable. Donc, déjà, il y a une demande très forte sur la location d'appartements un peu partout. Et puis, comme toutes les grandes villes, je pense à Montréal, un peu comme on voit ailleurs, l'immigration, les nouveaux arrivants continuent d'augmenter la demande. Donc, on a besoin, je pense, il y a beaucoup de nouvelles constructions qui se font. Il y a beaucoup de plans pour loger tout ça. Mais oui, c'est en pleine croissance. Honnêtement, c'est en pleine croissance, je pense. Donc, les facteurs, c'était ma prochaine question, les facteurs qui améliorent donc, ce marché immobilier. Donc, tu dirais que c'est la venue de nouveaux arrivants, aussi bien sûr la conjonction économique. Ouais. Est-ce que tu vois autre chose ou c'est vraiment ça? Conjonction économique, les nouveaux arrivants, à mon avis, c'est les deux choses principales qu'on a. On a à peu près 50-60 000 nouveaux arrivants qui viennent à Montréal chaque année. C'est énorme. Ouais. Peut-être que ça va stagner, peut-être que ça va augmenter, peut-être que ça va baisser un peu, mais ça reste 50-60 000 nouveaux besoins de chambres ou d'appartements à louer par année. Donc oui, à mon avis, ça continue d'augmenter, sans parler de la conjoncture. On voit même beaucoup de nouveaux développements en Rive-Sud et Rive-Nord, donc autour on ne va plus être nécessairement au centre-ville de Montréal, ce qu'on ne voyait pas beaucoup il y a 5-6 ans. Donc, à mon avis, c'est ce qui contribue à l'augmentation. J'allais rebondir sur ce que tu as dit. Ça tombe bien que tu parles de la gentrification et des alentours de Montréal. Je voulais vraiment qu'on parle, tu sais, des quartiers ou des zones qui vont devenir peut-être les futurs Griffintown, les futurs Ville-Marie. C'est quoi en fait, toi, ta clientèle? Tu la rediriges vers où? Ou aussi peut-être, c'est quoi le plus grand nombre de listings que tu as dans un quartier précis, par exemple? Bonne question.
on voit, en tout cas sur les derniers 12-18 mois, beaucoup de logements sur la rive sud qui sont en train de se mettre sur le marché locatif, beaucoup de projets de nouvelles constructions locatives. Donc, rive sud, Brossard, un peu plus bas, mais on en voit, je trouve, de plus en plus. La Chine aussi, ce qui est un quartier intéressant, un peu plus loin du centre-ville, mais qui est en train de se développer beaucoup. Les nouveaux Griffintown, pour moi, c'est ces deux quartiers-là qui sont un peu surprenants, surtout la Chine, parce qu'il n'y a pas si longtemps, personne n'allait louer là-bas, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus Montréal-Nord aussi, Ville-Saint-Laurent, tout ce qui est vraiment sur la bordure du cœur de la ville. Ça va rester vraiment pas étudiant, on est d'accord. Ça va être quelque chose vraiment de nouveaux arrivants. Des gens qui viennent travailler. C'est clair. Par contre, à un moment donné, les étudiants peuvent aller là-bas aussi, juste par la qualité de l'appartement et le fait qu'il n'y ait pas ce qu'ils recherchent dans les quartiers où est-ce qu'ils recherchent. Et donc, ils sont prêts à c'est standard dans beaucoup de grandes villes d'habiter à 30 minutes, 40 minutes de là où on travaille, de là où on étudie. Et à un moment donné, c'est forcé d'arriver parce que c'est capé le nombre de logements qu'il peut y avoir au centre. Donc, en ce moment, c'est sûr que je pense entre les deux, un étudiant va choisir quelque chose à côté de l'université, mais ce n'est pas exclu qu'il y ait des gens qui veuillent emménager un peu plus loin. Dans les années à venir, Je pense, ouais, honnêtement. Ça reste quand même, le centre-ville, ça reste quand même la localisation, numéro 1, j'imagine, chez toi. Centre-ville et plateau, beaucoup. Centre-ville et plateau, ça reste vraiment autour de McGill, à côté des métros. Exact. Et c'est le quartier qui fait rêver les gens qui veulent venir à Montréal. Ils aiment le plateau. Donc bien sûr, centre-ville. Plateau, on a Côte-des-Neiges aussi, il y a beaucoup de demandes là-bas. Notre-Dame-de-Grâce. Tout ce qui est à moins de 20 minutes à pied d'une université, c'est clair qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent habiter là-bas. Je vais te lire deux descriptions de quartiers. Parfait. On va faire un après l'autre. Tu me diras d'après toi quel quartier je te parle. Et ensuite, on fera peut-être des comparaisons si tu peux un peu donner tes impressions par rapport au marché locatif. Ok, parfait. Alors, le premier, la description que j'ai trouvée dessus, c'est autrefois un quartier industriel et maintenant un secteur en plein essor avec de nombreux nouveaux développements résidentiels et commerciaux. Il attire une population jeune et professionnelle, offrant une vie urbaine, moderne, avec des boutiques, galeries d'art et restaurants. Griffintown. Directement, tu as trouvé, ouais. C'est clair. Ça, c'était, c'est surtout le quartier, autrefois quartier industriel, j'imagine. Ça m'a directement mis sur la piste, ouais. Beau quartier. C'est un quartier qui a même pas 7-8 ans, donc c'est incroyable. Et puis, c'est encore en plein essor. La deuxième, c'est un quartier résidentiel et commercial aussi, mélangeant diverses communautés ethniques et qui se reflète dans les variétés de restaurants et de magasins. Le quartier offre une gamme complète de services avec des hôpitaux, des écoles, des parcs. Il est également bien desservi avec les transports en commun facilitant l'accès au reste de la ville. Ça, c'est un peu plus compliqué. J'ai deux quartiers qui me viennent en tête. Vas-y, je t'en prie. À mon avis, ça va être soit Verdun, Villemar, soit Myland. Alors, c'est pas le centre-ville exactement, c'est un peu plus haut, tu sais. Ok. Donc, ça reste, je te donne un indice, il y a vraiment une grosse université. Côte-des-Neiges? Ouais. D'accord. Exact, ouais. Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Ok, Côte-des-Neiges, NDJ, ok. Disons que tu aurais un nouvel arrivant, que ça soit étudiant ou aussi, comme tu as dit, un travailleur. Entre les deux quartiers, lequel tu lui conseillerais? Entre Griffintown et Côte-des-Neiges, pour nous, il n'y a jamais de meilleur quartier qu'un autre. Ça dépend de ce que la personne recherche. Donc, si quelqu'un va à l'Université de Montréal, HEC, Polytechnique, veut être à côté de son université, surtout si c'est une personne qui est au baccalauréat en première année, probablement plus Côte-des-Neiges. Okay. Si c'est quelqu'un qui finit l'université et qui commence à travailler,
probablement qui vont être mieux à Griffintown qu'à Côte-des-Neiges. Donc, à mon avis, ça dépend. Les deux se valent, mais ça dépend de l'étape dans la vie de quelqu'un. Ok. Ouais. Personnellement, je te dirais que pour une personne qui aurait potentiellement pas d'auto, tu sais, Ouais, ouais. je dirais plus Côte-de-Neige, Notre-Dame-de-Grâce pour la proximité avec les transports en commun. C'est vrai. J'adore Griffintown, mais la seule chose que je vois qui manque encore, Il faut une voiture. il te faut un moyen de transport parce que c'est sûr qu'une personne, même les étudiants, il y a des étudiants qui habitent à Griffintown, mais pas, c'est sûr que le ratio par rapport à Côte-des-Neiges, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais ils sont attirés par cette vie de quartier, par quelque chose qui est, tu sais, qui est plus jeune. C'est vraiment une population vraiment plus jeune à Griffintown. Ouais. Mais je sais pas, moi personnellement, j'ai pas de voiture, tu vois, donc je me balade vraiment à pied, transport en commun. Donc Griffintown, pour moi, c'est hors de question. C'est clair, c'est un bon point. C'est sûr que c'est pas aussi bien desservi que Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges, on a des bus, des métros partout. C'est super bien desservi. Pour quelqu'un qui n'a pas de voiture, surtout qui ne connaît pas la ville, ça peut être un meilleur choix que Griffintown. Ça dépend ce sur quoi il faut toujours être prêt un peu à compromettre sur quelque chose. Ouais. Ça dépend ce sur quoi on est prêt à compromettre. Peut-être que la vie de quartier est un peu moins bien dans un quartier que dans l'autre, mais il faut marcher 15 minutes pour... Il y a toujours des avantages et des inconvénients. C'est clair, exactement. Si on revient un peu, tu sais, à ton modèle d'affaires et les unités que tu proposes, est-ce que tu trouves, toi, personnellement, une différence ou une amélioration sur les logements construits, rénovés et aussi, je te dirais aussi, la taille 3,5, 4,5 comment tu vois la chose, toi, sur le marché en ce moment? Tu veux dire sur notre modèle d'affaires, tu veux dire au niveau de la demande, sur quel point plus? On va commencer avec la demande. Okay. Je pense que... Alors, à mon avis, 3,5, il y a énormément de demandes. Il y en a beaucoup dans les nouvelles constructions. C'est ce qu'on voit le plus, studio et 3,5, donc un appartement d'une chambre. Okay. 4,5, ça dépend beaucoup de la configuration. Si on a une grande chambre, une petite chambre, un peu moins pour notre marché. Si on a 2 chambres assez homogènes, ça peut être 2 étudiants, ça peut être 2 nouveaux arrivants, ça va bien. On voit beaucoup moins de 3 chambres, 4 chambres, 5 chambres dans les nouvelles constructions, ce avec quoi on travaille beaucoup. Mais ça continue d'exister, surtout dans le meublé ou plus sur le plateau. Donc à ce moment-là, soit on va louer à un groupe, soit on va mettre en relation des gens qui recherchent des colocs. On a des agents qui font ça, qui vont prendre 3-4 personnes, les mettre en relation, leur faire louer un appartement 3 chambres. Au niveau de la demande, de ce qu'on voit, c'est surtout ça. Toi, le 4,5, tu ne trouves pas que c'est le type d'appartement le plus demandé sur le marché? Personnellement, pour moi, c'est plus les 3,5 et les studios que je vois on en loue beaucoup plus en tout cas que des 4,5. 4,5, ça dépend. Ça peut, mais ça dépend de la configuration, je trouve. Ouais. Le 4,5, je trouve que c'est très demandé. Je vais te dire pourquoi, personnellement. Parce que ça touche un public très diversifié et très vaste. Je m'explique. Avec un 4,5, tu peux avoir un couple qui n'a pas encore d'enfant ou un couple qui a un enfant. Après, comme tu as dit, ça dépend de la disposition du piétage carré de l'appartement. Ouais. Tu peux avoir 2 colocataires. Tu peux avoir vraiment... Tu sais, tu peux avoir un couple et aussi une personne célibataire. Ouais. Ça englobe énormément de possibilités. Alors que le 3,5... Une même personne seule ou un couple, C'est ça, même au niveau du prix, le 3,5, le 4,5, tu me dis ce que tu en penses. Ouais. Mais il n'y a pas une grande différence, je trouve, en ce moment. Ça dépend, mais c'est vrai que pour la valeur ajoutée que tu as avec un 4,5, tu vas avoir plus tu vas en avoir plus pour ton argent, entre guillemets. Par contre, je vais te dire, puisqu'on a beaucoup de nouveaux arrivants, on a aussi beaucoup de personnes qui viennent avec un contrat de travail, seul ou en couple, pendant 2 ans ou 3 ans. Eux vont plus avoir tendance à aller vers les appartements d'une chambre, juste parce que c'est leur besoin. Mais oui, c'est vrai ce que tu dis, que ça englobe plus de personnes, le 4,5.
Alors, sur le 4,5, Ouais. j'avais une petite question pour toi. Mhm. Euh, c'est donc, il n'y a pas de. Tu me dis ce que tu en penses, toi. Il n'y a pas vraiment de mauvaise ou Sure. bonne réponse, tu Ouais. sais. Donc, d'après toi, quel est le top 5 des quartiers avec les deux chambres à coucher, donc 4,5? Parce Ouais. c'est juste pour expliquer, tu sais, il y a des gens aussi qui vont peut-être écouter le podcast qui ne savent pas encore c'est quoi un 4,5. D'appartement de 2 Donc, chambres, ouais. deux chambres à coucher fermées. Uh-huh. Les plus chers à Montréal, ça serait quoi les quartiers d'après toi? Alors, via la SCHL, c'est un article qui est sorti en février 2022. Ouais. C'est la dernière, Dernier le, rapport. le dernier rapport que j'ai pu trouver, et je pense que c'est le bon. D'après toi, voilà, quels sont les quartiers avec les 4,5 Ville-Marie, Vieux-Port et je dirais en 3 Griffintown. Ok, donc tu dirais Ville-Marie en 1. Vieux-Port en 1, Ville-Marie en 2, Griffintown en 3. Ok, alors, numéro 1, c'est centre-ville de Montréal, donc ça Ville-Marie, englobe ouais. le Centre-ville. Vieux-Port, Ville-Marie, Mhm. ça englobe tout ça, et aussi l'île des Sœurs, Ok, ouais. qui est de là avec une moyenne de 1659 dollars pour un D'accord. 4,5. Ok. Le deuxième, moi aussi j'étais surpris, mais c'est la baie d'Urfé et Beaconfield. Ok, Beaconsfield, ouais. Ouais. C'est clair. On travaille un peu moins là-bas. C'est un peu plus excentré, mais je sais que c'est un quartier qui est assez cher. À 1322 dollars à peu près pour un D'accord. 4,5. Ok. Pour le 3, qu'est-ce que tu dirais toi? Alors, puisque Ville-Marie, ça englobe le Vieux-Port et, enfin, puisque le centre-ville englobe le Vieux-Port et Ville-Marie, en 3, C'est un quartier qu'on a cité Westmount. avant Ok. et qu'il y a une forte demande de ton côté. C'est un quartier, Que tu as déjà cité et Ok. avec une forte demande de ton côté, c'est le quartier le plus demandé des nouveaux arrivants. Côte-des-Neiges, NDJ. Le plateau. Le plateau, oui, Côte oui. des Neiges, Côte des Neiges est en 4. D'accord. Notre-Dame-de-Grâce, Côte-Saint-Luc est en 4, pardon. Uh-huh. Et Côte des Neiges, Mont-Royal et Outremont est en 5. D'accord. Donc, Ok. pour te donner à peu près les chiffres, le plateau, c'est à peu près 1228 pour un 4,5. Pour Côte des Neiges, pour Notre-Dame-de-Grâce, ils ont séparé Notre-Dame-de-Grâce et Côte des Neiges. Je trouve ça bizarre, mais Effectivement, ouais. Normalement, C'est ça ça va qu'ils- ensemble. Ouais. c'est ça qu'ils ont dit. Notre-Dame-de-Grâce et Côte-Saint-Luc à peu près à 1148. Et Côte des Neiges, Outremont à 1084 pour un 4,5 en moyenne. Ça reste des très bons prix. On en trouve difficilement, je trouve, aujourd'hui à ce prix-là. Mais oui, je sais que la SCHL se base sur ce qui est loué, sur ce qui est affiché. Mm. Mais intéressant, oui, effectivement, le plateau, c'est clair. Vu de la demande qu'il y a, je m'imagine que c'est dans le top. Non, moi aussi, c'est sûr qu'au niveau du 1, on n'allait pas être surpris. C'est clair. Après, le deuxième, vraiment, moi, je connais pas très bien ce quartier. Est-ce que toi, tu as de la demande sur ce quartier-là? Pas Beaconfield? jusqu'à présent, non. Pour moi, il y a beaucoup de maisons là-bas. Ouais. Donc, il y a beaucoup de unifamiliales, il y a Peut-être beaucoup de duplex aussi. Peut-être de plus petits duplex. Donc, pas encore eu nécessairement beaucoup de demandes jusqu'à présent. Mais on va vers là. Ouais. C'est en train d'aller de plus en plus vers l'ouest et vers l'est, la demande. Donc, ça risque de se retrouver là-bas dans pas si longtemps. C'est peut-être Je t'ai Un donné futur, peut-être une piste pour aller pour tes C'est prochains clair. pour tes prochaines prospections. Ben, on en parle Absolument. d'ailleurs Ouais. de la prospection. Sure. Je voulais savoir de ton côté, est-ce que tu aurais des canaux de prospection que tu trouves efficaces ou comment toi tu vois ça, comment tu développes ton modèle d'affaires par rapport à ça pour trouver de nouveaux clients en Pour majorité? trouver des nouveaux locataires, alors, ce qui est intéressant avec le fait d'utiliser notre compagnie, Rentbold, c'est qu'on ne s'affiche pas sur ce qu'on appelle sur les ILS, sur les sites où est-ce qu'un propriétaire qui a un immeuble peut aller et s'afficher directement. Ok. On ne fait pas ça. Et l'avantage de ne pas faire ça, c'est qu'on ne va pas on va pas doubler en tout cas, ils sont déjà là-bas, donc ça va faire en sorte qu'on va être en compétition face à eux. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de supplémenter leur effort marketing. Ok. Donc, premièrement, on a notre plateforme web. On a les réseaux sociaux sur lesquels on va aussi. Donc, c'est les deux canaux principaux de personnes qui viennent nous voir.
Et puis, aujourd'hui, c'est une compagnie qui est très basée sur l'agent. C'est-à-dire que l'agent qui travaille avec nous chez Rainbow, c'est un peu lui-même va avoir sa clientèle, du bouche à oreille, des références qui vont lui venir, un petit réseau qui se fait. Donc, on a aussi des canaux qui viennent beaucoup de OK, tu m'as trouvé un appartement, j'ai un ami, un cousin, quelqu'un qui vient le mois prochain, je te mets en contact. Donc, nos agents font quand même pas mal de locations par ça. Les réseaux sociaux, donc on a des groupes Facebook sur lesquels on affiche aussi. On a nos propres groupes Facebook aussi. Ok. Donc, de temps en temps, Marketplace, dépendamment de l'appartement. Mais voilà, ça, c'est les canaux de prospection qu'on utilise. Honnêtement, notre site web, c'est là où est-ce qu'on essaie de travailler le plus pour avoir des leads uniques, c'est-à-dire des prospects locataires qu'on veut être les seuls ou les premiers à avoir. Et ça, c'est avec des partenariats avec des agences de relocalisation sur le site de l'université, ce genre de choses. Mais c'est ça les canaux principaux qu'on utilise. Et puis honnêtement, il y a de la demande quand même qui vient de là-bas. On n'a pas plus besoin d'aller vraiment sur d'autres plateformes. Est-ce que donc, ton canal numéro 1 de location, ça reste ton site web et tes relations avec des agences de relocalisation? Ouais, ça reste. Aujourd'hui, c'est un peu plus divisé, mais pendant longtemps, c'était le numéro 1. Ouais. Ok. Est-ce que dans ce cas-là, comment toi, donc, comment tu décides d'utiliser ces canaux-là? Donc, tu m'as dit, tu priorises vraiment donc ton site web, ensuite les agents, enfin vos relations. Ouais. Et après, pour éviter, comme tu as dit, d'avoir l'annonce en double, si j'ai bien compris. Ouais. Parce que voilà, on sait la concurrence qu'il y a sur le marché. N'importe quel propriétaire a plusieurs personnes Qui travaillent avec ou lui pour agences, louer, voilà, exactement. qui mettent. Donc, tu essayes de proposer autre chose. C'est exactement ça. Ça sert à rien je sais pas, d'aller sur un site aujourd'hui qui dit c'est plus vraiment Zumper ou des choses comme ça et de mettre 3 annonces pour le même. C'est sûr que ça va marcher, mais je vois pas vraiment la valeur ajoutée. Versus aller essayer d'aller chercher nos propres leads, c'est plus intéressant. Mais évidemment, on veut des leads, on veut des prospects, donc il faut que ça marche. Mais c'est plus là-dessus qu'on essaie d'aller chercher nos locataires. Il y a d'autres plateformes, les groupes, Facebook, ce genre de choses, c'est un peu moins important s'il y a plusieurs annonces parce que si c'est pas un seul logement, il y a plusieurs appartements dans l'immeuble, ça passe plus, mais on ne passe pas sur les ILS, quoi, les sites de location traditionnels. Ok. Toi, ça s'appelle les ILS? Ouais, les listings, enfin en tout cas, on a des plateformes aujourd'hui où est-ce que tu peux poster sur tous les listings de syndication, donc de syndication de listing. Tu t'affiches ça distribue sur plusieurs... 9, 10, 11 plateformes. C'est utile si on est un propriétaire et qu'on veut louer partout. Ce n'est pas le service exactement que nous, on propose, mais ça se fait et puis ça va chercher des locataires. On essaye justement d'avoir quelque chose de différent un peu de ça. Au niveau de ta prospection, pour trouver des nouveaux clients pour ta compagnie, pour trouver des nouveaux contrats, pour trouver des nouveaux propriétaires, des nouveaux immeubles. Exactement. Ouais. C'est quoi ta méthode? Est-ce que tu as quelque chose en particulier que tu fais ou ça reste vraiment du basique? C'est du développement des affaires à la fin de la journée. Donc, comme on est dans du B2B plus que du B2C, c'est différent. Quand on est une entreprise un peu comme ça qui fait les deux côtés, il faut 2 techniques de prospection différentes. Donc, c'est du B2B, honnêtement. Par le passé, j'ai eu la chance d'en faire à l'intérieur d'entreprise. Donc, c'est un process qui est un petit peu différent. Donc là, ça dépend. On peut avoir des références, on peut avoir des sources parce que nous, on va les approcher. On peut avoir... ça dépend. On va là où il y a un besoin pour notre service, c'est-à-dire là où il y a des appartements en général en grand volume, disponibles à louer, qui recherchent des locataires plus ou moins rapidement. On est une bonne solution pour ça parce qu'on va être en mesure de leur ramener des locataires rapidement et sans avoir à double afficher où est-ce qu'ils sont déjà affichés. Toi, ta relation, donc j'imagine que c'est toi le premier point de contact d'un propriétaire. Principalement, ouais. Ok. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu une demande particulière d'un propriétaire pour lister un appartement? Je te donne un exemple. Je sais pas,
utiliser une plateforme en particulier ou peut-être cibler une clientèle en particulier, quelque chose qui sort de l'ordinaire, je te dirais? Ça peut arriver, c'est clair. On leur demande d'abord c'est quoi l'idéal que vous voulez. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Est-ce que j'ai quelque chose en tête maintenant? Ben, c'est juste que des fois, on voit des projets qui... Peut-être tu sais, il vous donne peut-être un nombre de jours, voilà, une période et ensuite, tu sais, peut-être une période d'essai ou Ouais, quelque chose. ça arrive souvent qu'on nous donne une période d'essai. Ça arrive très souvent parce que quand on est une nouvelle entreprise, C'est ça. un nouveau concept, les gens n'ont pas entendu parler de nous vraiment avant, donc ça arrive assez souvent. Des fois, on a des challenges assez gros, c'est-à-dire des appartements qui sont pas très faciles qui vont pas attirer beaucoup de demandes, qui sont pas vraiment faciles à louer, ça arrive, on en voit. C'est des challenges, on a déjà des choses ça peut être un prix très élevé, ça peut être un espace tout petit, ça peut être des choses on en voit tout le temps, honnêtement. Et il faut de l'expérience un peu pour pouvoir passer à travers ça. Mais on en a, c'est pas vraiment au niveau des demandes. Je te dirais, c'est plus au niveau des produits qu'on a pu avoir de temps en temps. Où est-ce qu'on se dit, OK, qui va être la bonne personne, qui va aimer, qui va vouloir habiter là-dedans, comment est-ce qu'on va l'afficher pour pouvoir ramener des gens en visite et que ça plaise à quelqu'un, quoi. C'est ça que j'allais te demander. Ouais. C'est quoi, en fait, le critère qui qualifie ou qui place le produit dans une position, tu sais, de délicat à louer? Ouais. Tu as dit qu'il y avait, tu as dit qu'il y avait, voilà, donc la taille du logement, C'est clair. qu'il y avait aussi peut-être un prix au-dessus du marché. Ouais, ouais, c'est le prix et ou la taille du logement. Ok. C'est le ratio C'est entre les les deux qui principaux. compte. Ouais, exactement. Si on a quelque chose de modérément pricé qui est de taille, on va dire normale, enfin, encore normal, ça veut dire beaucoup de choses. Des chambres qui peuvent faire entrer un lit, un petit salon, une petite cuisine, ça va. Par contre, si on rentre dans quelque chose de standard à un prix très élevé, ou si on rentre dans quelque chose de, même des fois qui n'est pas un prix très élevé, mais de pas standard du tout, des toutes petites chambres, ce genre de choses, là, c'est des challenges, c'est clair. C'est des challenges. On a des choses assez difficiles à louer. On a eu des choses très intéressantes à louer aussi. Des anciens, enfin des anciens ateliers reconvertis en appartements. En tout cas, au fil du temps, on avait des appartements qui étaient très intéressants aussi à louer, mais aussi des gros challenges. On a parlé des réseaux sociaux, tu sais. C'est quoi la place des réseaux sociaux dans ta prospection et aussi dans tes leads? Est-ce que vraiment... C'est important. Tu as dit que tu en C'est clair. beaucoup. C'est important parce qu'il n'y a aucune plateforme qui va attirer autant de trafic que ce que les réseaux sociaux attirent. Ok. C'est-à-dire aujourd'hui, même si peu importe le site où est-ce qu'on va être, il ne va jamais avoir autant de trafic que Facebook, Instagram, ce genre de choses. Donc c'est important, on l'utilise, on doit l'utiliser. On travaille beaucoup avec une clientèle jeune. Ouais. C'est un peu le concept de Rainbolt aussi, c'est que tu peux louer avec quelqu'un, c'est des agents pour les jeunes, entre guillemets. Donc on essaye d'être là où les gens sont, là où il y a de l'attention, et c'est beaucoup les réseaux sociaux. Donc c'est important, surtout Facebook pour nous. Facebook, tu m'as dit. Ouais. Donc vous, tous les jours, est-ce que vraiment tu as quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux ou est-ce que tu divises ça sur tes agents de location? On divise sur les agents. Ok. On divise sur les agents. On a déjà eu des personnes qui s'occupaient exclusivement de ça. C'est intéressant, mais je trouve ça plus intéressant d'avoir plusieurs personnes parce que quand on divise leads et processus de location ou de vente après, l'expérience est moins bonne. Quand c'est la même personne qui fait tout, c'est plus rapide, ils comprennent mieux les besoins, donc on divise entre les agents. Nos agents font aussi du marketing, quoi, à leur échelle, à leur petite échelle, Ouais. mais à leur échelle. Donc marketing externe, marketing interne. Ouais. Ça reste autour de la compagnie. Ouais. C'est quoi ton poste habituel? Ça serait juste vraiment Bonne question. Montrer les... Soit de dire salut, je propose un service de recherche d'appartement, envoyez-moi un message sur certains groupes ciblés. Ça peut être des publicités pour dire laissez-nous vos critères de recherche, quelqu'un va vous appeler. Ça peut être un appartement spécifique qui est mis en valeur si l'appartement va pouvoir attirer des... Notre but, c'est d'attirer du trafic, donc d'attirer de la demande. Donc, on va essayer de voir plusieurs manières. Il faut être agile parce que ça change tout le temps l'inventaire pour aller chercher le maximum de trafic possible pour pouvoir avoir le plus de leads,
le plus de visites, etc. etc. Donc, ouais, ça peut être des appartements, le service ou le fait de faire une publicité, quoi, de run un ad sur Facebook. Très On a intéressant. essayé TikTok aussi, on a essayé plusieurs choses. TikTok aussi, ça... Intéressant, ça ramène moins de clients que d'autres plateformes, mais ça augmente la visibilité, en tout cas, ça c'est sûr. On arrive bientôt Ouais. à la fin de l'épisode. Encore une fois, merci beaucoup Omar Bah, merci à toi. d'être parmi nous. Je voulais finir sur tes projets futurs, Ouais. sur ce que tu aimerais voir pour Renbolt dans les 3, 4, 5 années à venir. Est-ce que tu as vraiment une vision claire ou est-ce que vraiment tu t'adaptes par rapport au marché? Bonne question. Il y a eu beaucoup de défis, surtout au début, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur Renbolt sur les dernières années. J'espère continuer à développer l'entreprise jusqu'à ce que je pense être le potentiel. À mon avis, il y a un gros besoin, pas juste à Montréal, ici, dans d'autres villes, avec d'autres marchés. Donc, mon but, c'est d'essayer de continuer à développer au mieux que je peux sur les prochaines années. Et de continuer de rester dans le domaine de l'immobilier. Quand tu dis domaine de l'immobilier, est-ce que tu te vois plus que du locatif ou est-ce que tu te vois vraiment essayer d'extend cette relation que tu as avec les agences de relocalisation, avec les nouveaux arrivants, les étudiants? Est-ce que tu aimerais plus rester sur cette zone-là? On nous le propose très souvent de dire qu'on devrait aussi faire de l'achat et vente plus que ce que fait un agent immobilier. C'est pas ce que je veux faire pour l'instant. C'est pas exclu à un autre moment, plus tard. Mais pour l'instant, c'est de rester dans le même domaine, de continuer de grandir dans ce domaine-là, de faire plus une croissance dans la même lignée que horizontale. Et donc, non, c'est de rester dans le domaine de la location principalement. Je suis tombé dessus. C'est quelque chose qui, à mon avis, est en pleine croissance. Donc, d'essayer de faire en sorte que Renbolt soit un des acteurs principaux là-dedans. Un challenge que tu vois sur l'année à venir, 2024 par rapport L'année à venir, pour nous, c'est de continuer de grossir sur le même rythme de croissance. Donc, d'aller servir jusqu'à 100-150% plus de clients l'année prochaine. C'est les défis qu'on a. On est une entreprise en pleine croissance, donc les défis, c'est de toujours garder le même niveau de service, de qualité quand on grossit. D'essayer d'aller chercher plus de clients, plus de prospects. Ça va de pair avec nous. Plus d'immeubles, plus de clients, plus de locataires, plus de leads, plus de trafic sur la plateforme. C'est une lignée. Tout va ensemble, quoi, entre guillemets. J'ai oublié de te demander aussi. Ouais. Donc, une fois que tu as un mandat qui est en place, Ouais. est-ce que tu mets à ton équipe une date, tu sais, pour louer un logement? C'est quoi à peu près le nombre de jours que tu te donnes pour louer un logement? Après, tu vas me dire, oui, ça dépend bien sûr de la saison. Ouais. Bonne question. Surtout quand on vient de démarrer un mandat, c'est le plus important pour nous d'aller louer le plus rapidement possible. Quand on commence à travailler avec un immeuble, c'est pas vraiment commencer avant d'avoir fait la première location ou même les 5 premières locations. 2, mieux comprendre les critères du propriétaire. Et il n'y a pas vraiment de date, ça dépend de la saison. Mais ce que je peux te dire, c'est que quand on a un nouveau mandat, on essaye d'investir le plus de ressources possible dessus pour offrir des résultats rapidement. Ok. Merci beaucoup, Omar. Merci à toi. C'était d'avoir accepté. très sympa. Yes. Ouais, c'était Merci. super sympa. On a vraiment appris sur Renbolt, on a appris sur ton expérience personnelle, sur ce que ta compagnie veut offrir. Est-ce que tu aurais peut-être autre chose que tu voudrais Génial. S'il y a des gens qui viennent s'installer à Montréal, qui cherchent un appartement, d'aller sur Renbolt, de travailler avec un de nos agents. Ils sont géniaux, ils vont pouvoir vous aider super rapidement. Et pareil, je ne sais pas vers qui le message va aller. S'il y a des immeubles, en tout cas, on a une solution qui est intéressante. Et s'il y a des gens qui viennent s'installer ici, pareil, ça peut enlever un gros stress à l'arrivée. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. On se retrouve pour un prochain épisode bientôt. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de s'abonner. Si vous avez des questions aussi par rapport à l'épisode, par rapport à Omar, ça me ferait plaisir de lui passer le message. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes où le podcast est disponible. Merci beaucoup et à la prochaine.